L'imaginaire de la commune, traduit par Étienne de Menesque, que je tiens à mentionner. Christine Ross, vous êtes américaine, vous enseignez la littérature comparée à New York. Vous êtes une grande connaisseuse de la culture française. Vous avez écrit, on vous connaît pour ces 2 livres, Rouler plus vite, laver plus blanc, Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années 60. Et également ce livre sur mai 68, un qui s'appelle Rimbaud, la commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale, et donc l'imaginaire de la commune. Je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du livre, repérer, donc j'ai dit que vous êtes professeur de littérature comparée, vous avez plutôt des livres qui sont chez nous classés en sociologie, ça peut être aussi en philosophie, politique. Voilà, donc je voulais que vous nous situiez un petit peu votre terrain de recherche et comment de la littérature on peut glisser vers le politique et le philosophique. Merci, je suis très contente d'être ici en plein territoire de la commune. Et merci pour l'invitation au comptoir des mots. Je crois que pour les Français, ma formation est un peu particulière. C'est vrai, j'avais une formation en littérature et en littérature française. Mais à un certain moment, je me suis donné la permission de s'aventurer un peu dans les autres disciplines et de faire, si vous voulez, une espèce de réfraction du discours littéraire, des images littéraires, à travers d'autres discours. Par exemple, sur le livre sur Rimbaud, je le trouvais plus intéressant de mettre Rimbaud et la poésie de Rimbaud en conversation, non pas avec d'autres poètes, mais avec, par exemple, les géographes, ou les jeteurs de bombes, ou les nomades, les gens de l'époque qui fréquentaient la même espace social que Rimbaud, mais qui n'étaient pas du tout poètes. Et comme ça, j'ai essayé de déplacer un peu le langage poétique pour le mettre en juxtaposition avec d'autres discours. Et l'autre... en France, je crois que les disciplines, à ce moment, sont très rigides. Les gens qui font la sociologie doivent être classés sociologistes, ils doivent faire ça. Ce n'était pas toujours le cas, bien sûr. Il y avait des moments interdisciplinaires en France, comme les années 60, les années 70. Il y avait beaucoup de fluidité entre les disciplines, mais ce n'est pas tellement vrai maintenant. C'est vrai, c'était bien du coup de faire ce... Enfin, j'étais sûre que ça allait provoquer des interrogations sur le fait que vous êtes professeur de littérature. Je voulais d'abord commencer par ça. Donc entre ces 2 livres qui ont été publiés de manière assez rapprochée en France, par contre aux États-Unis, presque 20 ans les séparent si je ne me trompe pas. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence de contexte d'écriture de ces livres, en rapport avec le contexte aussi général des idées des moments où ils correspondent, et les différents angles d'attaque et les différents objectifs des 2 projets. Oui, le Rimbaud était mon premier ouvrage et ça c'est beaucoup plus littéraire. Il y a beaucoup d'analyses de la poésie même dans un livre comme ça. Mais à l'époque, aux États-Unis, il y avait un formalisme comme vous ne pouvez pas imaginer dans les études littéraires. Il fallait être tout à fait formaliste. Et moi, je voulais me séparer de cette tendance en, comme je disais, de mettre Rimbaud carrément dans son contexte social et politique. Et ça, ce n'était pas tellement permis à l'époque, et c'est pour ça que je l'ai fait.
mes livres sont toujours des interventions dans les situations particulières. Et pour le nouveau, celui-là, je me suis décidée de revenir à la question de la commune à cause de plusieurs raisons. D'abord, il y avait les événements de 2011 et le retour à une stratégie politique axée sur l'espace, axée sur l'occupation, sur les gens qui s'emparaient de l'espace ou prendre de la place à Tunisie, à Madrid, à Auckland, à Montréal. Toute cette année, on a vu cette stratégie à peu près partout, pas tellement en France. Mais maintenant, nous le voyons chez les zadistes, par exemple. Il y a un peu de ça là-bas. Et je me suis dit, bon, il faut revenir à la chronotope par excellence de l'occupation qui est la Commune de Paris. Une autre raison, c'est qu'il me semblait que quand j'ai regardé la vie des jeunes gens aujourd'hui, surtout les jeunes, une vie vraiment précaire où les gens sont obligés d'étudier et travailler en même temps, ou bien les gens font une formation mais n'arrivent pas à trouver un boulot qui a quelque chose à voir avec la formation qu'ils ont fait, ou bien le fait qu'on doit faire des trajets quotidiens très longs pour se rendre au boulot ou même traverser des continents pour essayer de trouver du travail. Tout ça m'a fait penser que le monde des communaires, le monde des gens, des artisans et des ouvriers qui ont fait la commune est en fait plus proche que le monde de nos parents. Ça nous est plus proche que le monde de nos parents. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la commune de Paris ont passé la plupart de leur temps, non pas à travailler, mais à chercher du travail. Et il y avait le même genre de précarité qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'était surtout ça, le contexte qui m'a fait revenir vers cet événement. Alors, on va essayer ce soir je vais parcourir comme ça, de manière, en suivant à peu près la logique et les articulations de votre livre qui sont très claires et très concentrées, je trouve. Tout d'abord, voilà, le livre s'appelle L'imaginaire de la commune. On est ici sur les hauteurs de l'Est parisien, à 2 pas du mur des Fédérés, de Belleville, de Ménilmontant. Tous ces noms résonnent très fortement quand il s'agit de la commune. Et je crois que on le voit bien en faisant une vitrine ici. À chaque fois qu'on présente des livres sur la commune, il y a toujours des réactions assez fortes, très épidermiques, personnelles. Je crois que voilà, on a tous, enfin on est beaucoup à avoir une mythologie personnelle de la commune, des images comme ça, il y a des grandes figures. Voilà, une mythologie, une fascination qui est assez instinctive. Par contre, je pense que ce que vous entendez par imaginaire de la commune est très très différent, beaucoup plus défini. Donc voilà, je voulais tout d'abord que vous nous disiez à quoi correspond pour vous cette idée d'imaginaire de la commune, d'imaginaire politique de la commune. Je voulais voir la commune surtout comme laboratoire d'invention politique. C'est-à-dire que je ne m'intéressais pas tellement aux grands schémas ou bien aux interprétations qu'ont fait les politologues ou bien
les grands hommes révolutionnaires comme Trotsky ou Mao Tse-tung, qui ont tous parlé de la commune, bien sûr. Mais, et je ne voulais absolument pas faire une espèce de recensement des erreurs qu'ont fait les communaires. Alors ça, c'était déjà fait plusieurs fois. Et ce que je voulais faire, c'est d'essayer de fabriquer mon ouvrage des gestes et des écrits de ceux qui ont fait la commune. Et ça voulait dire que par rapport à mes recherches, j'ai lu surtout les livres écrits par les communaires et non pas sur les communaires. Alors j'ai essayé je m'intéressais aux vies ordinaires, vies quotidiennes, lorsqu'elles sont en train de s'émanciper. Et je regardais l'importance des symboles, la résistance du réel, tous les matériaux et surtout les mots qu'ont utilisés les communaires, les mots qu'ils ont discutés entre eux, les mots qu'ils ont importés des régions étrangères ou bien du passé national, les mots qu'ils ont oubliés, les mots qu'ils ne voulaient pas utiliser. Et comme ça, j'ai essayé de voir, d'établir un peu la pensée communarde, c'est-à-dire et de voir l'émancipation comme une espèce d'œuvre quotidienne qui n'a rien à voir avec la précision doctrinaire ou la pureté doctrinaire. Je ne crois pas qu'on peut parler de pureté doctrinaire dans la commune. Alors, et tout ça, alors voilà, c'est gestes, pensées, écrits, mots, tout ça, ça revient à une espèce de totalité que j'appelle un imaginaire. Et je trouve que l'imaginaire que nous a laissé la commune est très, très particulière et très importante pour nous aujourd'hui. Et je vais revenir maintenant. Le problème, c'est surtout un problème, pour essayer de l'évoquer ou de le cerner, c'est un très bon moment parce que je trouve que l'événement s'est libéré des deux historiographies importantes, l'historiographie du socialisme d'État d'un côté et de l'autre côté l'historiographie de la fiction républicaine française. Alors, moi je trouve que l'événement n'appartient à aucune de ces deux histoires. Elle n'appartient certainement pas à ce qui est devenu l'État soviétique. Parce que lorsqu'on lit les œuvres des communaires, la première chose qui saute aux yeux, c'est le côté féroce, anti-étatique. Alors, cet anti-étatisme fait de la commune un candidat peu probable pour ce qui est devenu l'État soviétique. Deuxièmement, pour le côté, une grande partie de mon ouvrage cherche à montrer que la commune n'appartient pas non plus à cette séquence des révolutions françaises, les moments radicaux de l'histoire républicaine. La Révolution française, 1830, 1848, 71. Encore une fois, je crois que si vous lisez les textes, vous voyez que la commune l'imaginaire de la commune a été profondément non national.
les communaires étaient hostiles à l'État et plutôt indifférents à la nation. Gustave Courbet disait, par exemple, au moment de la Commune, Paris ne voulait pas être la capitale de la France. Elle a renoncé à être la capitale de la France. Elle a eu, si vous voulez, elle voulait être entité autonome dans un horizon internationaliste, ou bien entité, collectivité autonome dans une fédération de peuples. Alors, ils ont dépassé un peu la nation. Vous voyez, l'imaginaire est beaucoup plus réduit et beaucoup plus étendu que la nation. Et ça, c'est l'imaginaire qui nous laisse. C'est un imaginaire qui est ni l'imaginaire d'une classe moyenne républicaine, ni l'imaginaire du collectivisme utilitaire du commencement du XXe siècle. Alors vous galopez, vous devancez toutes mes questions. La suivante étant, je voulais vous demander donc comment la commune, une des thèses de votre livre, c'est vraiment de dire que la commune excède les 72 jours qui sont vraiment qui sont entre le début de la première insurrection et puis la fin de la semaine sanglante. Donc vous dites que ça dépasse à la fois de manière, enfin vous le montrez dans votre livre comment ça dépasse à la fois de manière spatiale et temporelle. Spatiale, vous venez un petit peu de le dire, vous le développez complètement. Temporelle, effectivement une large partie de votre livre est consacrée à des penseurs qui se sont appropriés la commune bien après le temps de la commune, en gros la décennie suivante. Oui. Oui, pour montrer ce côté non national de la commune, j'ai dû étendre les limites géographiques et chronologiques au-delà des 72 journées parisiennes, qui est normal. Comme une minorité des historiens, j'ai commencé avec les réunions populaire, ouvrière de la fin du Deuxième Empire. C'était, je crois, Alain Dalhotel qui a commencé c'est vraiment son ouvrage qui nous a fait voir que l'idée même de la commune, d'une commune sociale, le désir d'une forme comme ça, a ses racines dans les associations locales par arrondissement qui commençaient à partir de 1868 à peu près, ce qui veut dire qu'au moment du 18 mars, vous avez déjà une espèce de structure communale en place, décentralisée, révolutionnaire et assez organisée. Et c'est dans ces réunions que vous voyez, c'est passionnant de lire les comptes rendus de ces réunions. Alors, je voulais commencer avec cette initiative ouvrière au lieu de commencer avec le geste de l'État d'essayer de prendre les canons. Parce que je pense que si on commence avec l'État, on termine avec l'État. Et je ne voulais pas faire ça. Alors j'ai commencé avec les réunions et j'ai terminé avec ce qu'on pourrait appeler la survie de la commune. Et la survie de la commune, il s'agit des réfugiés et des exilés qui sont allés en Suisse et qui sont allés surtout en Suisse et en Angleterre. Parce que ce sont les deux pays, il y avait la Belgique aussi, mais surtout ces deux pays qui ont refusé de renvoyer les communaires en France, où ils seraient jugés.
Alors, lorsque les exilés étaient en Suisse et en Angleterre, ils ont fait la connaissance de leur soutien comme Kropotkin, Karl Marx, en Angleterre, William Morris, qui n'est pas très connu, je crois, en France, mais qui est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et ils ont commencé à travailler ensemble et de continuer à théoriser ce qui s'est passé à Paris et de le mettre en rapport avec les questions paysannes. Alors tout ça devient une espèce d'ébauche d'un programme écologique qui est mis en place dans ces discussions et qui, pour moi, constitue une espèce de survie, une vie au-delà de la vie de la commune, qui est vraiment passionnante et qui m'a vraiment frappée. Surtout, il y a 20-25 ans, lorsque je fais mon ouvrage sur Rimbaud, j'ai parlé beaucoup du communard Élisée Reclus. Et à ce moment, il n'était pas très connu. Et, il était connu surtout dans les communautés de géographes anticoloniales. Mais maintenant, il est très connu et lui, Maurice et Kropotkin, ces trois-là, sont au centre de toute une recherche internationale, écologique, qui voit dans ces gens-là le commencement de l'écologie socialiste. Mais les écologistes d'aujourd'hui ne font pas la connexion ou ne font pas le lien avec la Commune de Paris. Ils commencent dans les années après la Commune et ils ne font pas le lien avec la politique de la Commune qui est à la base de ce discours qui continuait en Suisse et en Angleterre, qui était vraiment une espèce de façon de continuer la lutte dans une autre forme. Alors, votre approche vous amène à mettre en avant des acteurs de la commune qui ne sont effectivement pas les plus connus, qui ne sont pas les figures héroïques qu'on a tous en tête, et qui nous viennent immédiatement à l'esprit. Vous vous intéressez particulièrement au début au rôle d'une Russe qui s'appelait Elisabeth Dmitriev, qui a fondé pendant les jours de la Commune une structure qui s'appelait l'Union des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son rôle, son importance, quel caractère vous lui donnez? Vous avez raison que c'est un peu ma méthode, c'est de déplacer un peu les grandes têtes pour voir ce qui devient visible. Dans le cas des artistes de la commune, par exemple, j'ai trouvé que le drame de Courbet a été très bien discuté. Déjà, on connaît ça. Alors, je voulais déplacer Courbet et dès que j'ai fait ça, ce qui devient visible, c'est le personnage d'Eugène Pottier, qui est très, très intéressant. Un peu la même chose avec Louise Michel. J'ai dit, bon, on connaît un peu Louise Michel, il faut l'écarter un peu. Et si on fait ça, c'est la jeune Dmitriev qui devient plus visible, très jeune en fait, elle avait 19 ans. Et 19 ans, lorsqu'elle a eu une trajet extraordinaire parce que un rôle très particulier qui est à la fois théorique et matérialiste, dans le sens que, comme vous dites, elle a inventé cette organisation en plein commune qui était l'Union des femmes, l'organisation la plus grande, la plus efficace de la commune.
Et elle a fait ça avec 7 ouvrières de l'habillement, de textile. Et je peux parler de ça, mais cette organisation elle-même était la matérialisation du désir de Dmitriev de jeter un pont entre les deux théoriciens politiques le plus importants de l'époque, c'est-à-dire Karl Marx et Tchernychevsky en Russie. Et Tchernychevsky, c'était quelqu'un qui théorisait le potentiel émancipateur des anciennes communes agraires communistes qui persistaient en Russie à l'époque, qui s'appelait l'Obchina. Et il croyait qu'à partir de ces anciennes structures, la Russie pourrait arriver au communisme en sautant le capitalisme. Alors, il y avait ces idées-là qui étaient très populistes, très intéressantes. Il y avait l'analyse économique de Marx en même temps. Elisabeth Dmitriev, une jeune fille vraiment, a traversé le monde pour essayer de faire le lien entre Tchernychevsky. Elle était chez Marx. Elle a passé les 3 mois avant la Commune en discutant avec Marx sur Tchernychevsky. Ensuite, elle a été un peu envoyée par Marx à la Commune et c'est là où elle a commencé à organiser avec Verlaine et les autres qu'on connaît très bien pour établir cette union des femmes qui est à la fois une espèce d'obchina urbaine parce que c'était des coopératives locales par arrondissement des femmes qui travaillaient à faire des uniformes pour la garde nationale, pour les ambulancières et tout ça, et aussi pour lutter dans les barricades elles-mêmes. Alors ça c'est un peu ce que je veux dire par un trajet qui est à la fois théorique et matériel. Comment vous l'avez rencontrée? C'est à travers des textes, des correspondances? Oui, malheureusement, Dmitriev a laissé très peu de textes, elle. Il y a une biographie, peut-être vous l'avez ici, de Sylvie Brébon. Je crois que je l'avais pas. Oui. C'est très bon. C'est très bon. Oui. Je me suis interrogée sur la qualité. En fait, j'en avais aucune idée. Donc, il y en a 2. Oui. Il y en a une qui s'appelle Rouge Elisabeth. Oui. Et puis il y a celui de Sylvie Brébon. Sylvie Brébon est le meilleur parce qu'elle a fait tout un travail en Russie pour essayer d'établir la jeunesse, l'enfance de cette jeune femme. Et puis tout son trajet pour arriver à la Commune. Mais il n'y a pas de texte direct. Il y a des accès à des... Oui, il y a des lettres. Et il peut y avoir des textes en Russie de la toute petite section russe de la Première Internationale parce qu'elle était une des signatures qui a fondé cette section en Suisse. Pour en terminer avec ce qui concerne le premier chapitre de votre livre, une autre chose qui m'a également marquée, que j'ai trouvé très intéressant, c'est, vous l'avez un petit peu évoqué déjà, mais c'est quand vous démontrez, je trouve, ce qui va pas mal je pense à l'encontre d'idées reçues, vous démontrez que
qu'il y avait dans la pensée des communards un caractère clairement anticolonial et une conscience aussi effectivement, ils étaient dans Paris, clôturés, mais ils avaient aussi une ouverture sur ce qui se passait dans le monde, et une conscience que d'autres types de soulèvements, enfin ils pouvaient se reconnaître dans d'autres types de soulèvements. Il y avait au même moment, vous le rappelez aussi, des événements en Algérie. Et vous rappelez aussi qu'ils ont été déportés ensemble, finalement, communards et algériens de cette époque. Voilà, je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce caractère anticolonial, comment vous l'avez pisté. Oui, oui. Je l'ai vu dans les discours, dans les réunions publiques des années juste avant la Commune. Les gens parlaient beaucoup. Ils étaient très conscients du rôle de la France dans les colonies. Et ils avaient un discours très non chauvin, je dirais non chauvin, pour la question de l'insurrection qui se passait en même temps en Algérie. Là, je suis un peu faible parce que je trouve qu'il faut vraiment connaître les langues, et moi, je ne connais pas l'arabe ni ce qu'il faut pour vraiment faire les recherches. Mais alors, je ne peux pas vraiment me prononcer sur ça, mais c'est assez intéressant que en fait, les Versaillais... Oui, c'est à travers le discours des Versaillais que vous rapprochez finalement les deux. Oui, non, mais c'est... Vous avez deux choses à combattre. Oui, c'est ça. C'est l'idée que les Versaillais luttaient sur deux fronts en même temps. Ils luttaient contre les communards à Paris et luttaient contre l'insurrection en Algérie en même temps. Et c'est un travail que quelqu'un devrait faire. C'est un travail très important de mettre en rapport ces deux insurrections. Mais il faut savoir l'arabe. Je voulais juste vous demander si vous aviez une connaissance d'un assez beau roman d'un Algérien qui s'appelle Anouar Ben Malek, qui s'appelle L'enfant du peuple ancien, qui est une fiction totale, mais qui rassemble comme ça un exilé, un condamné de la Commune et un condamné algérien. Il imagine leur rencontre en fait au bagne et voilà, c'est un assez joli roman. Vous me le noterez. Oui. Oui, et il existe aussi un beau texte, un des plus beaux textes, mais c'est assez horrible à lire. C'est de la Nouvelle-Calédonie, de quelqu'un qui est passé à la Nouvelle-Calédonie, un communard, Jean Aleman. Et lui aussi, il évoque un soir en prison l'arrivée des Arabes, des Algériens. Et il a une phrase que je ne peux pas me rappeler maintenant, mais il dit, bon voilà, ils sont là, nous sommes là, nous avons perdu notre chance de liberté tous les deux. On va en venir maintenant à la deuxième partie du livre qui est une articulation et qui est aussi où vous étudiez voilà, quelque chose qui a une notion clé, je pense, qui soutient et je l'ai appris récemment, qui apparemment est dans le titre en anglais de votre livre et n'a pas été retenu pour cette version. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire pourquoi. C'est donc la notion de la magnifique expression qui est d'Eugène Poitiers, que vous avez déjà mentionné, qui est le luxe communal. C'est donc une expression programmatique. Voilà, j'aimerais bien que vous nous expliquiez à quoi ça correspondait et à en quoi c'est au cœur du projet émancipateur des communards. Oui, vous me direz si Eric Cazin avait raison. Oui, on peut discuter. Oui, c'est lui qui ne voulait pas avoir ce titre parce qu'il disait que c'est ça que j'appelle l'imaginaire de la commune, le luxe communal. Et j'ai tiré la phrase du manifeste des artistes pendant la commune.
c'est la dernière phrase du manifeste, où ils disent, et c'est Eugène Pottier qui a rédigé le manifeste, ils disent nous travaillons pour notre régénération, pour le luxe communal et pour la République universelle. Alors, le luxe communal avait énormément de signification à ce moment, mais Eric Cazin m'a dit, bon, pour les Français maintenant, le problème c'est le mot communal. Le mot communal, et je ne sais pas s'il a raison ou non, mais il a dit, le mot communal n'a qu'une signification maintenant et c'est la municipalité. C'est vrai? Alors, il avait raison. Ça devient un titre qu'on doit expliquer et c'est jamais bon, apparemment, mais je vais l'expliquer un peu, mais c'est que ce que Pottier et les artistes voulaient dire à un niveau un peu littéral, c'est que le luxe communal, c'était l'idée du beauté publique. Le beauté publique, c'est-à-dire il voulait améliorer les espaces publics dans toutes les villes, dans tous les villages, ou bien l'idée que tout le monde a le droit de vivre et d'habiter et de travailler dans un endroit agréable. Ça, c'est le beauté publique. Mais à un autre niveau, il voulait aussi... il y avait de la polémique là-dedans. Et la polémique, c'était avec la propagande que faisaient les Versaillais à ce moment. Les Versaillais faisaient énormément de propagande chez les gens en dehors de Paris, dans les grandes villes et aussi à la campagne, surtout aux paysans, en disant que les partageux, et ça c'était le mot dérogatoire pour les communards, les partageux qui ont saisi la ville de Paris allaient saisir leurs terres et les partager aussi. Il y avait cette idée. Mais il y avait une autre idée en plus qui était que partager, les Versaillais voulaient dire que partager ne pourrait être que partager la misère. Alors, les communards voulaient riposter contre cette idée en disant non, ils voulaient créer l'idée d'un monde où chacun aurait sa part du meilleur. Alors, ça, c'était l'aspect un peu polémique de la phrase. Mais si vous continuez dans cette idée-là, vous arrivez à l'idée d'une autre mesure de la richesse sociale, une autre façon de mesurer ce qu'une société compte comme la richesse ou compte comme précieux, oui, une autre façon de mesurer la richesse que celle qui est offerte par le marché. Oui. Et tout ça est, je crois, évoqué par la phrase de Pottier. Alors Pottier, apparemment, dans la commune, c'est aussi quelqu'un qui a réfléchi au système d'éducation qui aurait pu perdurer au-delà, mais enfin, ils ont posé quand même ils ont fait quelques tentatives. Et d'ailleurs, Pottier, il y a une autre figure qui est celle de Jacques Otto, que vous connaissez bien puisque vous avez traduit Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Mm-hmm. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette conception de l'éducation ? Oui, oui. Pottier est surtout, évidemment, vous savez tous qu'il est connu maintenant comme l'auteur de l'Internationale, écrit juste à la fin de La Semaine sanglante. Mais il a joué un rôle
aussi non uniquement dans la Fédération des artistes, mais il travaillait beaucoup sur les écoles. Et il a formulé beaucoup des idées sur l'éducation. Il voulait l'éducation polytechnique. Et par là, il voulait dire une éducation où... Et moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée pour maintenant. C'était une éducation pour garçons, pour filles, pour tout le monde, les pauvres, les riches, sans regard pour les classes sociales ou le genre, tout le monde aurait la même éducation qui serait à la fois pour la tête et la main. C'était une façon d'éliminer cette hiérarchie en faisant que tout le monde aurait une éducation théorique, scientifique, comme on connaît maintenant, et en même temps apprendre un savoir-faire ou bien un métier. Les deux choses à la fois. On aurait une éducation tout à fait ballettriste et théoricienne, et en même temps, on aurait une façon de gagner la vie. Et c'est pas mal comme idée maintenant. Et on saurait brancher le micro tout seul et faire des affiches. Donc là, on a parcouru en gros des thématiques qui sont les premières et deuxième partie de votre livre, donc qui s'appuient vraiment sur des faits, des choses qui se sont déroulées pendant la Commune. La troisième partie, qui s'appelle la littérature du Nord, c'est un peu comme une échappée, un moment où on va comme ça complètement changer de perspective, où on va se recentrer vers les trois penseurs anarchistes communistes que vous avez évoqués au début, donc Reclus, Kropotkin et William Morris. Voilà, vous appelez ça la littérature. Marx aussi est assez présent dans ce chapitre, et vous nous direz en quoi il s'est intéressé à une forme de littérature du Nord, comme vous appelez ça. Voilà, il se trouve que ces Reclus, Maurice ont voyagé dans les pays du Nord, et vous montrez, ça c'est très intéressant, comment très loin comme ça, en étant dans des contrées complètement différentes, ils voient des échos de la Commune. Il y a même c'est Maurice qui, en voyant des moraines glaciaires, je crois, ou volcaniques, en Islande, il voit des ruines de barricades de la Commune. Voilà, comment vous articulez cette échappée vers le Nord et cet écho qu'il trouve dans la Commune? Oui, je voulais parler de la façon dont les pays du Nord, c'est-à-dire la Finlande, la Suède, le nord de la Russie, la Sibérie et surtout l'Islande, jouaient un rôle de comment dit-on, une espèce d'inspiration. C'était l'endroit pré-capitaliste pour ces gens. Et non pas le Sud. Maintenant, on parle toujours du Sud global. Moi, je parlais du Nord global, mais du Nord global en tant que global Sud, un peu. Si vous voulez, c'était le Nord qui jouait le rôle d'un fantasme d'égalité, des sociétés, des tribus. Il y avait surtout, tous ces gens-là ont été fascinés par l'Islande médiévale. Et il paraît que, moi je ne savais pas, mais les ethnologues disent que c'est à peu près vrai, que l'Islande médiévale était une société assez extraordinaire, assez exemplaire.
du point de vue de démocratie, ils étaient très lettrés, à cause de leur isolation, ils ont évité leur isolation de l'Europe, c'est-à-dire ils ont passé plusieurs siècles isolés tout à fait de l'Europe et ils ont évité toutes les hiérarchies du féodalisme. Ils n'avaient pas de féodalisme. Alors ils ont réussi à avoir un partage assez égalitaire de la terre et et ils ont aussi Ici? Ah, je ne l'ai pas reconnu, excuse-moi. Alors, il faut enchaîner. oui. Alors, non. Je vais, mais peut-être vous allez poser la question, mais pourquoi est-ce que je parle de l'Islande médiévale dans un bouquin sur la Commune de Paris? Et c'est une très bonne question. La raison, c'est que toute la pensée théorique qui venait après la Commune, et j'utilise ces trois gens, le communard reclus, Kropotkin et Maurice, les deux grands soutiens de la Commune, comme figure centrale, mais ce n'est pas juste, il y a aussi plusieurs communards réfugiés en Suisse, le Lyonnais du Martiret, qui a été la première personne d'utiliser la phrase l'anarchisme communiste ou bien le communisme anarchiste, d'où vient beaucoup de nos idées sur le communisme libertaire aujourd'hui. Il y avait aussi Paul Lafargue, il y avait Gustave Lefrançais, dont j'ai vu son bouquin dans la vitrine. Il y avait toute une quantité de penseurs et de communards. Le cordonnier, Napoléon Gaillard et son fils, Gaillard fils, tous ces gens qui continuaient à travailler ensemble et de penser des choses. Alors, Islande fonctionnait dans cette pensée comme un exemple d'un communisme ancien qui persistait dans des formes agraires. Et ça devenait le programme, le projet. C'était comment penser ensemble ce qui s'est passé à Paris. Marx disait que ce qui s'est passé à Paris, c'était la réalisation d'un travail non aliéné. Alors, comment penser ça ensemble avec ces anciens vestiges communistes, comme en Islande, comme en Sibérie, comme en Finlande. Et c'est pour ça que j'ai tourné vers le Nord, parce que ces gens-là ont tourné vers le Nord pour leur inspiration. Alors, vous consacrez ensuite la fin de votre livre en gros à suivre un peu la généalogie de toutes ces idées communistes, anarchistes, dans toutes leurs variantes, et vous montrer à quel point il y avait des débats. Et il y a une phrase que j'ai relevée et que je vais vous demander de commenter, c'est, vous dites « Ce qui m'intéresse ici, n'est pas tant d'affiner les arguments ou de corriger les erreurs théoriques que de faire à peu près tout le contraire. Je crois que la période qui a suivi la Commune, comme la nôtre, n'était pas une période d'une grande pureté théorique. » C'est ce que vous avez dit. Oui.
la période juste après la Commune, du point de vue politique, d'habitude, ce qu'on voit, c'est la grande rivalité entre Marx et Bakounine. On parle toujours de ça, et on dit même que c'était cette rivalité et ce grand dispute qui est censé mettre en terme la Première Internationale. C'était la division entre marxistes et anarchistes. Mais encore une fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait si on met de côté ces deux grands barbus, qu'est-ce qu'on peut voir? Et j'ai fait ça, et ce que j'ai vu, c'est tout un tas de gens, la plupart des anciens communards, qui n'étaient attachés servilement ni à l'anarchisme, ni au marxisme, mais qui faisaient une espèce de bricolage entre les deux. Ils avaient les analyses économiques de Marx, ils avaient les analyses contre l'oppression politique des anarchistes, et ils mettaient les deux ensemble. Et c'est cet aspect bricolage que je vois beaucoup chez les militants aujourd'hui. Je crois que les gens sont en train de faire à peu près la même chose. Alors c'est pour ça que ces discussions dans les montagnes du Jura sont tellement passionnantes, parce qu'on voit exactement le même genre de discussions que font les gens maintenant sur les questions de décentralisation, comment arriver à une échelle de vie qui est ou bien aux unités sociales qui sont assez petites pour que tout le monde soit directement concerné dans tous les détails de la vie quotidienne, et en même temps que ces petites unités locales ne sont pas isolées des grandes batailles systémiques. Comment faire ça? Comment fédéraliser les luttes qui sont à ce moment basées dans des situations assez locales? Alors c'est exactement le même genre de discussion que maintenant. Et ces gens-là, j'ai trouvé que on peut dire que les deux mots d'ordre de la Commune de Paris sont la décentralisation et la participation. Décentralisation comme démantèlement des grandes unités industrielles ou bien commerciales. Comment ces gens-là insistaient que tout le commerce international doit être démantelé. Ce qu'ils voulaient surtout, c'était l'autosuffisance régionale. Mais une autosuffisance régionale, encore une fois, où il y avait une solidarité volontaire entre les régions. Et je trouve toutes ces questions d'une actualité assez vivante. Oui, c'est le mouvement même du livre que de vraiment, voilà, au début on est dans l'histoire, et puis au fur et à mesure que votre discours avance, on se retrouve vraiment devant des idées dont on perçoit de manière assez immédiate la fécondité voilà, dans nos vies. Aujourd'hui, moi je vais peut-être m'effacer pour laisser la parole à la salle, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà lu le livre et qui ont peut-être envie de poser des questions. Voilà, je ne sais pas, je vous laisse la parole. Pour parler comme Jacques Rancière, je dirais que la Commune pour Marx, c'était une redistribution du sensible. C'était tout à fait, ça a changé ses idées de base. Et il a été obligé de réécrire le préface
du manifeste communiste même, en disant en changeant le rôle de l'État centraliste dans la Révolution. La grande leçon de la Commune pour Marx, c'était que les prolétaires ne pouvaient pas justement prendre de l'État et le faire fonctionner pour leur propre compte. Il fallait changer les outils mêmes. On ne pourrait pas... comment expliquer ça mieux? Je dois revenir à la poète féministe noire américaine qui disait à peu près la même chose, mais je dois le dire en anglais et vous pouvez le traduire pour moi. Ça, c'est Audre Lorde. Et elle parlait vraiment des esclaves et elle disait The master's house can't be demolished using the master's tools. La maison du maître ne peut pas être démolie avec les outils des maîtres. Oui. Et ça, c'est exactement la leçon de la Commune pour Marx, parce qu'il a vu que il a dit oui, ils ont démoli l'État, mais ils l'ont démoli en le démantèlement et non pas en le saisissant. Alors, il a été obligé de changer ses idées là-dessus. Et aussi, après la Commune, et surtout après ces discussions avec Dmitriev, et il a appris la russe pour lire Tchernychevsky et pour lire toute cette question de la commune agraire qui l'a mené à considérer le monde en dehors de l'Europe, le monde on dirait maintenant, ou même pas plus, mais du tiers-monde. Il a commencé à s'intéresser vraiment aux questions paysannes et aux questions du monde au-delà de l'Europe. Et c'est paradoxalement un peu, c'était la Commune de Paris qui a créé cette obligation de voir les structures agraires et comment c'est-à-dire la persistance d'un certain communisme dans la campagne. Oui. Vous avez travaillé, vous avez réfléchi sur la commune, mais aussi sur mai 68. Est-ce que vous faites un lien entre les deux? Il y a plusieurs liens à faire là, certainement, et ce n'est pas par hasard que pendant mai 68, les gens n'arrivaient pas à trouver un exemplaire de l'histoire de la commune dans les librairies. Ils étaient tous vendus, tout le monde voulait absolument lire l'histoire de la commune de Paris, et heureusement, il y avait beaucoup de temps à lire parce qu'il y avait une grève générale. Alors, oui, c'est Maspero qui a fait sortir le grand texte de Lucie Garay en 67 et il était disponible pour lire avant 68. Et vous savez, je crois que pour moi, ce qui compte, c'est les deux événements encadrent l'Empire français. Français. Ils encadrent l'impérialisme français. Pas exactement, parce que l'Algérie, ça existait avant la Commune, bien sûr. Mais c'est juste après la Commune que cet momentum,
séquence. Oui, la séquence vraiment coloniale commence après la Commune. Les grandes énergies, les compétitions de diviser le monde africain et asiatique, ça c'est vraiment après la Commune. Et c'est juste après la décolonisation qu'on a les événements de mai. Alors, je crois, je viens de penser à ça, mais je crois que c'est une bonne façon de voir les deux événements. Ça, et à part ça, bien sûr, c'est la démocratie directe dans les deux cas. Il y a les... C'est la grande thèse d'Henri Lefebvre sur la Commune, bien sûr, Lefebvre qui n'est pas tellement lu en France, mais qui est beaucoup lu aux États-Unis, en Angleterre, en Amérique du Sud surtout. Il est très connu. Et c'est Lefebvre qui parlait de cette thèse. Et je ne suis pas... J'étais très attirée par cette thèse il y a 20 ans. Je ne suis pas certaine maintenant que... Vous savez, bien sûr, la thèse, c'est que la Commune, c'était les gens qui ont été expulsés du centre de la ville par les travaux d'Haussmann, qui sont revenus pour ressaisir le centre de la ville. C'est une thèse de droit à la ville, ou bien, y compris l'idée que la Commune de Paris, c'était un grand grève de loyer. Un foyer théorique, un foyer de débat politique du même niveau que celui de Londres ou de la Suisse. Oui, un peu. Et c'est peut-être un trou dans mes recherches aussi que si je me concentrais un peu plus sur la Belgique, peut-être je trouverais ces rencontres comme, je ne sais pas. Notamment, vous parlez beaucoup d'Élisée Reclus. Élisée Reclus était exilé à Bruxelles. Il est d'ailleurs décédé à Bruxelles. Oui, à la fin de sa vie. À Ixelles, qui est un quartier de Bruxelles. Il a enseigné à l'Université libre de Bruxelles. Il a enseigné la géographie. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, mais c'était vraiment vers la fin de sa vie. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était cette pensée de juste après la Commune. Et c'est pour ça que j'ai concentré sur ces rencontres. L'équipe de travail qu'a organisé Reclus en Suisse était assez extraordinaire. C'est pour faire sa grande géographie universelle. Il a donné du travail aux communaires qui n'ont pas trouvé du travail en Suisse facilement. Il paraît que les Suisses avaient une très bonne réputation pour accueillir les réfugiés politiques, mais à vrai dire, ils n'aimaient pas vraiment les communaires parce que les communaires étaient pauvres. Et comme ils étaient pauvres, il y avait de la compétition entre les communaires et les ouvriers suisses pour les emplois. Et Élisée Reclus, qui était assez bien établi, il avait ses grands projets, il avait une salle, il était écrivain connu. Alors il avait des subventions pour faire sa géographie. Lui a organisé toute une équipe de travail des chômeurs communaires pour travailler ensemble dans une espèce d'équipe ou bien de coopération pour écrire cette géographie universelle. Et c'est là où Kropotkin est venu aussi, Kropotkin qui était aussi géographe, et lui a travaillé aussi. Il a fait la Sibérie. Il a fait la géographie de la Sibérie parce qu'il a passé beaucoup de temps là-bas.
personne n'a d'autres questions, moi je voulais juste vous faire revenir sur... parce que c'est pas arrivé dans le cours de la discussion, mais sur la personnalité de William Morris. C'est vrai que c'est une personnalité assez, sans doute le plus méconnu des trois sur lesquels vous centrez votre livre. Donc c'était aussi, c'est quelqu'un qui a fait des essais, mais aussi des fictions. Et ça, c'est aussi, je pense, très original parmi ses penseurs. Oui. Et qui était un créateur lui-même, enfin une figure comme ça très pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, c'est exactement. En soi de cette éducation. Est-ce que vous connaissez Maurice ou non? Non. Il est surtout connu maintenant pour ses dessins de papier peint. Oui, voilà, c'est ça. Mais qui sont extraordinaires. Mais c'est la patrimoine britannique qui a géré sur ces dessins. Et c'est un peu pour ça qu'on a l'impression de Maurice comme ce qu'on appelle aux États-Unis « a little Englander ». Quelqu'un qui est très borné, nationaliste. Mais il n'était pas du tout. Et c'était lui le soutien britannique le plus important de la Commune de Paris. Et il a fait toutes sortes de travaux pour Vous savez qu'en Angleterre, pour des années, après la Commune, on avait on ne disait pas commémoration, on disait célébration de la Commune. Et ça aussi, c'est une espèce de luxe communal, c'est une espèce d'anti-misérabilisme comme geste. Et Maurice et Kropotkin faisaient des conférences. Il y avait aussi la fille de Karl Marx qui parlait, il y avait et des anciens communards, bien sûr. Et ça, c'était un geste que Maurice faisait chaque année. Mais le truc qu'il a fait le plus intéressant pour moi, c'était dans son roman, et ça c'est traduit en français. Et c'est un roman génial, et vous devez l'avoir ici, Nouvelle de nulle part. C'était quelqu'un qui a perfectionné comment dire, comment parler aux gens. Et il a fait beaucoup de colloques, de conférences, et tous ces textes-là c'est vrai que même en anglais, c'est difficile à trouver des éditions cohérentes de tous ces textes. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un truc assez génial dans Nouvelle de nulle part, c'est un roman futuriste. Et le narrateur, il est dans le futur et il se rend compte qu'il est à Londres, mais c'est une Londres transformée. Il se rend compte qu'il est à Trafalgar Square, mais Trafalgar Square est un verger d'abricotiers. Et c'est-à-dire que les gens ont ils ont détruit la statue de l'amiral Nelson, qui est au milieu du Trafalgar Square, exactement comme la démolition de la colonne Vendôme. Alors, Maurice fait démolir la colonne Vendôme pour la deuxième fois, mais les communards ont créé un espace vide et un espace de potentialité. Maurice fait un pas de plus et il y met un verger. Et je trouve ça assez extraordinaire comme geste de solidarité symbolique. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et oui, je recommande ce livre. C'est vraiment bien. Et comment elles ont été reçues, ces fictions en Angleterre? Est-ce que la portée idéologique était transparente ou... Ah oui. Quelle réception il a eu?
Déjà, est-ce qu'il a eu du succès, vous le savez? Oh oui, énormément, énormément de succès, mais c'était surtout ses essais. C'est lui qui est vraiment le grand penseur du luxe communal. C'est parce ses essais politiques, il est devenu socialiste assez tard dans sa vie. Il a été artiste, artiste et défenseur des arts décoratifs, des arts mineurs, un peu comme Pottier. C'est ce que faisait Pottier au moment de la Commune. Il dirigeait un atelier des gens qui faisaient ce qu'on appelle toute production artistique, c'est-à-dire la peinture sur le porcelaine ou bien les dentelles ou tous les artisans d'art. Et les artisans d'art étaient très très importants dans la commune. Ils étaient là en grand nombre avec les cordonniers, bien sûr. Et je parle beaucoup d'un cordonnier qui est célèbre maintenant dans la commune, parce que c'était lui le chef des barricades. C'est lui qui a été chargé pour mettre les barricades et il a vraiment pris la tâche en sérieux. Il a fait les grandes barricades qui considérait un peu comme les œuvres d'art. Et il s'est fait photographier avant les barricades, un peu comme une espèce de signature. Parce que justement, les artisans d'art n'avaient pas le droit de signer leurs œuvres comme les peintres. Les peintres, ça va, mais les artisans d'art, ce n'était pas la même chose. Et c'était un peu, si vous lisez le texte, qui est vraiment intéressant, du manifeste des artistes pendant la Commune, il s'agit surtout de rendre égales ces deux catégories, les artistes, les beaux-arts et les arts décoratifs, ou les beaux-arts et les arts industriels. Et Maurice aussi était très préoccupé par cette question du statut des arts, disons, mineurs, et comment rendre que... Parce que cette division, c'est une division de classe. Oui. À travers les nouvelles de nulle part, on rapproche souvent William Morris du courant utopiste. Est-ce que vous avez trouvé trace de la pensée de Charles Fourier dans la Commune? Oui, dans les idées de l'éducation polytechnique. C'est parce que ces idées-là font partie, bien avant la Commune, parmi les ouvriers, c'était un grand désir d'arriver à cette éducation polytechnique. Et c'était surtout Fourier qui avait cette idée d'une éducation attrayante et comme un travail attrayant. Et Pottier a même écrit un poème où il s'agit de Fourier et l'éducation. Je ne me rappelle plus le titre, mais il y a les vers « Venez, venez, enfants de l'avenir, et vous trouverez l'éducation attrayante ». C'est pas ça le poème, mais c'est ça l'idée. Alors si plus personne ne veut s'exprimer et que vous ne voulez plus écouter Madame Ross, moi je tiens à lire justement je trouve à propos le petit passage de William Morris Oui. qui conclut votre livre. Je fais avec une photo. Alors c'est sur la notion de richesse. Les richesses, c'est ce que nous donne la nature et ce qu'un être raisonnable peut tirer à des fins raisonnables de ces dons de la nature. Le soleil, l'air pur, le visage intact de la terre,
le logement, le vêtement, la nourriture dans ce qu'ils ont d'indispensable et de correct, l'accumulation des connaissances les plus diverses et le pouvoir de les disséminer, le moyen pour les hommes de communiquer entre eux librement, et les œuvres d'art, la beauté que l'homme crée quand il donne le meilleur de son humanité, le meilleur de ses aspirations et de sa réflexion. Autant de choses qui répondent au plaisir d'hommes libres, virils et sains. Les richesses, elles sont là. Et je vous laisse la parole. Non, non, c'est bien de laisser la parole à Maurice. Merci. 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 Merci à vous.